Sud Radio Saroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et ravi de vous retrouver en ce dimanche 6 mars. Eh ben oui, ça y est, les vacances sont finies pour tout le monde. Il va falloir penser à retourner au travail. Et en tout cas, nous, on vous accompagne sur cette route de rentrée, peut-être même ne serait-ce que de week-end. Soyez prudents. Nous allons évoquer plusieurs sujets aujourd'hui, dont, entre autres, eh bien, les carburants. Les carburants sont-ils moins chers? Et pourquoi d'ailleurs sont-ils moins chers dans les grandes surfaces, soi-disant? Tu sais pourquoi je me suis posé cette question, Malolo? Parce que souvent on vient me voir, on me dit Pierre, je le paye 15-20 centimes plus cher dans la station, mais est-ce qu'il ne serait pas de meilleure qualité? Est-ce que mon moteur il va pas être mieux préservé? Est-ce que dans la grande distribution c'est pas des sous-carburants, des fonds de cuve? Eh ben on va vous répondre à cette question. Exactement, 0826 300 300. Deuxième sujet, nous recevrons maître Jean-Baptiste Yoska, qui est avocat spécialisé en droit routier. Il sera question entre autres de sécurité routière et de problématiques d'accidentologie, mais pas seulement, et aussi sur l'autoroute. Et puis à la fin de notre rendez-vous, l'échange avec Pierre. Vous voulez débattre avec Pierre Chasseret, qui met aussi sa casquette dans l'émission de DG de 40 millions d'automobilistes, et vous pouvez nous écrire sur jeparticipe@sudradio.fr pour vous inscrire ou pour réagir. Allez, c'est parti, ça roule avec vous jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, c'est sur Sud Radio. Sud Radio Saroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Le carburant est moins cher dans les grandes surfaces. Est-il de moins bonne qualité qu'en station-service? On en parle avec nos invités, entre autres Monsieur Francis Pousse, qui est président national des distributeurs carburant et énergie nouvelle auprès de Mobiliance. Bonjour Francis. Bonsoir tout le monde. Salut Francis. Nous en parlerons aussi avec Sylvain Demour, qui est entre autres secrétaire général du SNPAA, et Nicolas Kurtzoglou, qui est spécialiste des carburants, toujours auprès du SNPAA, qui est un syndicat comme ça des agriculteurs et des carburants agricoles. Alors, Pierre, pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que quand on va en station-service, alors accrochez-vous. Il y a le E85 pour l'essence, le samplon 95 E10, le samplon 95, le samplon 98. Ensuite, ces mêmes carburants, pour certains, vous les trouvez en Excellium. On ne sait pas ce que c'est. On va tout vous apprendre. Du côté du diesel, vous trouvez le diesel standard, mais de temps en temps, il y a un diesel premium à côté, avec un nom à côté. Et franchement, Francis Pousse, on s'y retrouve pas, et puis chez beaucoup d'automobilistes, on voit pas trop la différence. Première question, je vais chez Intermarché Leclerc ou Carrefour, j'ai mon plein moins cher, ou je vais chez Francis Pousse au Mans, par exemple, voilà. Ou la petite station qui est à côté de la maison. Est-ce que le carburant, au sens propre du terme, est différent? Avant de parler des produits premium. Oui, parce qu'il faut quand même juste préciser que Francis a aussi une station-service, c'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle, le garçon. Très sympa. Hein. Ah oui. On vous écoute, Francis. Alors, les carburants sont fabriqués selon des normes européennes. Ça veut dire que le carburant de base est censé être le même. Je dis bien carburant de base, puisque bien évidemment, il faut des normes. La différence en station-service traditionnelle, c'est que nos carburants sont additivés, et ce, dès le premier carburant. Je ne parle même pas encore des premiums. Donc, ces carburants sont additivés avec, par exemple, des additifs de confort tels que l'antimousse. Si vous vous souvenez, il y a 10, 15 ans, 20 ans en arrière, on avait des gasoils qui moussaient. Ça, c'est fini. Ah oui, avec le pistolet qui clac toutes les... C'est ça, voilà. Donc ça, c'est fini, mais on retrouve ça dans beaucoup de carburants. Néanmoins, toute la qualité des carburants réside dans son pouvoir de détonation. Son pouvoir de détonation, il est mesuré par l'indice d'octane pour les samplons et par l'indice de cétane pour les gasoils. Par exemple, sur le gasoil, les carburants de pétroliers sont additivés d'une manière supplémentaire, de façon à ce qu'on ait une détonation qui se produise le plus possible au bon moment, puisque dans le fonctionnement d'un moteur thermique, vous avez une part de carburant imbrûlé, c'est entre autres ce qui peut générer une pollution, parce que le carburant ne détonne pas au bon moment. Donc plus on va détonner au bon moment, plus le véhicule va moins consommer, puisque moins de résidus... Et moins s'encrasser. Voilà, et moins s'encrasser, ce qui est le problème actuel des diesels qui ne roulent pas assez. Ou alors quand on est en principe un peu d'éco-conduite, où on roule un peu en sous-régime, et un jour on arrive au contrôle technique et on nous dit « Monsieur, vous passez pas les normes anti-pollution ».
C'est ça, parce qu'on n'a pas utilisé son diesel comme ça devrait être, à savoir rouler au moins Comme un une porc. demi-heure à 90, 100 km/h, etc. Parce que pour aller chercher la baguette de pain, ça marche pas. Ah ouais. Donc c'est la base des carburants pétroliers. Effectivement, il y a une différence de qualité. Et d'ailleurs, les grandes surfaces qui disent souvent, mais non, c'est pas vrai, on en voit quand même un certain nombre qui ont aussi sorti un gasoil premium. Donc, pourquoi dire que nous n'avons pas de différence si eux-mêmes vendent deux diesels avec un premium? Moi, là, je comprends plus. Donc, alors déjà, on a bien compris, même en dehors des premiums, dans les stations-service de marque, en fait, on a des carburants qui sont déjà additivés avec des substances qui améliorent un petit peu la combustion, on va dire, pour schématiser. Nicolas Kurtzoglou. Du côté maintenant, on va prendre les côtés carburants. On va partir du côté des carburants essence. Samplon 98, samplon 95, samplon 95 E10, E85. Dites-moi, ça fait quand même 4 carburants essence. C'est quoi la différence ? Alors déjà, vous pouvez supprimer le samplon 95. Si vous avez une voiture qui est essence, évidemment, de 2000 ou après, votre voiture est compatible avec le E10. Donc prenez le samplon 95 E10, il est 4 centimes moins cher que le samplon 95. Oui, d'accord, mais s'il est mieux. Déjà. Non, mais donc sur 4, il n'y en a plus que 3. Après, le samplon 98, si vous avez une voiture, on va dire, sportive, puissante, etc., ça peut être intéressant de prendre du 98. Mais sinon, prenez du 95 E10. Encore une fois, toutes les voitures mais pourquoi ? C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon pistolet quand je presse ? C'est quoi qui en sort qui est différent ? Parce que moi, 95, 98... Alors, Francis l'a dit, il y a un peu plus d'additifs dans le 98 que dans le 95 ou le 95 E10. D'accord. Voilà. Après, c'est juste ça. Est-ce que ça justifie les centimes d'écart ? Francis, avant d'accueillir Frédéric qui nous appelle de Bordeaux. Francis ? Oui, et un indice d'octane supérieur. Donc quand on parlait tout à l'heure de la détonation au bon moment, le 98 va détonner mieux que le 95. Et c'est pour ça qu'on le préconise dans les véhicules sportifs. Et d'ailleurs, pas mal de motards sont plutôt utilisateurs de samplon 98. Okay. Mais c'est pas juste un mythe, parce que j'ai regardé sur la composition Sylvain Demour en termes d'éthanol à l'intérieur. On a Frédéric de Bordeaux qui attend au standard depuis 5 minutes. Excusez-moi, alors, Pierre on part sur Chasseret, Frédéric s'il vous et on plaît. repart après. Mon pauvre Frédéric, bonjour, heureusement que je suis là pour vous protéger, parce que sinon le père Pierrot, il est parti dans tous les sens. Parce que Salut Fred. Salut Fred. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, heureuse de vous recevoir sur Sud Radio. On vous écoute, vous, Fred. Ouais, moi en fait, oui, on est vraiment pris en étau, de toute façon, avec déjà la hausse du carburant, le fait qu'on nous interdit petit à petit de se servir de notre voiture parce qu'on est des gros pollueurs. Alors grand à grand. Ouais. Alors Frédéric, on va revenir vraiment sur le carburant parce que vous faites quoi ? Vous allez plutôt en grande surface parce que c'est moins cher. Comment vous fonctionnez du coup ? Moi, je vais en grande surface et moi, j'y vais parce que je sais très bien que finalement, c'est pas plus mauvais qu'en station, étant donné que ma femme pendant plus de 10 ans a tenu une station-service de supermarché et elle se faisait livrer par Total. Oui. Et vous avez, je crois, beaucoup de véhicules en plus, vous calculez tout. J'en ai 5. J'en ai 5. 5 véhicules, des grandes familles de voitures. C'est plutôt grande famille et en même temps plaisir, il y a un peu tout quoi. Parce que, ça vous fait un sacré budget carburant, ça, vous l'avez calculé au moins ? Non, moi je calcule pas ça. Moi, quand il y a besoin, on met dans la voiture. Ça va alors, vous êtes tranquille. Après, moi de mon côté, finalement, c'est pas moi qui consomme le plus, puisque ça reste quand même du loisir, étant donné que moi j'ai un véhicule de fonction, donc moi ça fait vraiment une grosse économie. Je suis très reconnaissant de pas avoir forcément ce salaire-là en plus, mais par contre, ça ne sort pas du salaire. Ouais, c'est ça. C'est ça que je vois. Ouais, vous avez bien raison, Frédéric. Francis Pousse, quand Frédéric, qui nous appelle de Bordeaux sur Sud Radio, nous dit ma femme a bossé longtemps en station-service dans un supermarché, elle se faisait livrer par Total, donc pour moi, c'est la même qualité que ce soit en grande surface ou dans les stations-service. Vrai, pas vrai, et comment on explique cette grosse différence de prix ? Madame dit vrai. En France, on n'a plus que 2 raffineurs.
Total et Esso. Donc, le produit de base, il est raffiné par ces deux raffineurs. Après, sur le marché, on retrouve effectivement des stations de supermarché qui peuvent être livrées, par exemple, par Total ou par Esso, mais avec du produit de base, donc non additivé, comme on faisait la différence tout à l'heure. D'accord. Le souci, il est aussi que une station-service traditionnelle sous enseigne sera toujours livrée du même produit. Dans les grandes surfaces, selon les conditions d'achat, on voit des qualités fluctuantes. Moi, dans mon coin, il y a quelques temps, on a vu du carburant qui arrivait d'on ne sait où et qui, dans certaines grandes surfaces, a bouché les filtres des pompes. Donc ça veut dire quand même qu'il n'était pas de bonne qualité. Et en On a plus, Francis, il y a quoi? Il y a aussi le prix, parce qu'ils se font livrer en beaucoup plus gros volume. Il y a le prix enfin vous, je sais pas, il y a la location, vous êtes une petite équipe, il y a des salaires. Enfin, comment ça se passe? Tout ça est calculé, non? Une grande surface se fait livrer par ce qu'on appelle dans notre jargon un complet, c'est-à-dire 36 000 litres de produits one shot dans une grande surface prédéterminée. Dans les stations traditionnelles, vous ne pouvez pas toujours livrer 36 000 litres parce qu'il faut avoir et le stockage et le débit. Donc ça fait une différence en termes de coût de transport. Et d'autre part, la grande surface se sert de son carburant juste en prix d'appel, de façon à vendre les petits pois à l'intérieur de la boutique. Elle amortit la station-service sur son rayon de petits pois et le prix ne tient pas compte, le prix minimum ou le prix coûtant quand il y a des opérations, ne tient malheureusement pas compte des conditions d'exploitation, l'amortissement, les salaires. D'accord. Chez nous, c'est notre problème, c'est notre métier de base. Bah oui. Et bien évidemment, il faut bien qu'il y ait des amortissements qui soient financés par la vente. Sinon, on court à la catastrophe. Mais en tout cas, on voulait aussi que ce soit bien clair pour tout le monde et avoir un vrai professionnel des stations-service, puisque vous avez une station-service, au-delà d'être aussi président national des distributeurs carburant et énergie nouvelle pour Mobiliance. Merci beaucoup, Francis Pousse. Merci. Passez à une très bientôt. Très belle soirée du côté du Mans. On va continuer de parler de tout ça avec nos deux invités qui sont avec nous en plateau, plutôt spécialistes de l'éthanol. On va voir aussi s'il y a des différences de prix. Tiens, oui, parce qu'il y a aussi le pourcentage d'éthanol. Tiens, question. Dans le samplon 98, à ton avis, Malolo, il y a de l'éthanol ou pas? un petit peu. Voilà. Allez, à tout de suite. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Pourquoi les carburants sont-ils moins chers en grande surface qu'en petite station-service? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous allez plutôt faire votre plein en petite station-service ou en grande surface? Vous nous rejoignez au 0826 300 300. Alors, on a vu le côté station-service avec Francis Pousse il y a de cela quelques instants. On est toujours entre autres avec Nicolas Kurtzoglou qui est le responsable carburant ou SNPAA, le syndicat national des producteurs d'alcool agricole. La question, puisqu'on parle d'éthanol, c'est: est-ce que l'éthanol aussi, est-ce que par exemple le E85 est plus cher en station-service qu'en grande surface? Et pourquoi, Nicolas? Alors déjà, le super éthanol de 85, aujourd'hui, il est en moyenne à 0,76 € par litre contre 1,76 € par litre pour le samplon 95 E10. Donc il y a 1 centime plein d'écart. 1 euro plein d'écart. Donc 100 centimes d'écart entre le E10 et même si on consomme le E85. 25% Alors, de plus. effectivement, si on comprend en compte la surconsommation, il y a un peu 50%. moins, mais on gagne quand même plus de 500 € tous les 13 000 km. Wow. Donc, Il y a plus de pas 500 € d'économie. D'ailleurs, ça explose grâce au actuellement. super éthanol de Sur 85. l'éthanol. On est en pleine explosion depuis l'augmentation des prix des carburants. Et C'est dis le donc, boom. Pierrot, qui étaient les premiers à en parler en radio? C'était Bibi. Hein. Eh ben, nous, c'est pas tout seul, chérie. Et non, mais Bibi, c'est Ah, Bibi. c'est Bi et Bi. Mais Bibi. C'est Bibi et Bibi. Mais alors, du coup, là, comment on explique la différence? C'est pareil entre les prix de station-service et grande surface? Alors, le prix moyen de l'E85 en grande surface doit être sans doute un petit peu inférieur au prix moyen des pétroliers. Mais voilà, mais globalement, de toute façon, vous économisez largement quand vous utilisez du super éthanol E85, que vous utilisez soit une voiture Flexfuel d'origine, soit un boîtier E85 homologué. Au niveau du type de carburant, l'éthanol qui vient dans ma station-service ou en grande distribution, est-ce qu'il est différent? Non, c'est toujours le même. C'est le même. Le super éthanol E85 répond à une norme européenne et française. Il vient de France, celui-là? Absolument, oui. Il est fait où? Alors, attendez, on va reprendre. Le super éthanol E85, il contient 75% d'éthanol en volume et 25% en moyenne d'essence sans plomb. D'accord? Donc le bioéthanol, lui, il vient de France. Et le super éthanol E85, le produit que vous avez vraiment à la pompe, il est encadré par une norme, EN 15293 exactement, et qui est donc la même pour toutes les stations.
D'accord. Alors du coup, maintenant, on a d'autres carburants et on a entendu, moi je l'entends beaucoup, c'est vrai, chez des motards, on en parlait avec Francis Pousse il y a quelques instants, qui disait non, moi c'est samplon 98 parce que je veux pas d'éthanol dans ma bécane. Alors je voudrais savoir si c'est une légende, Sylvain Demour, ou s'il y a aussi de l'éthanol dans le 95 ou dans le 98 par rapport au samplon 95 E10, où là on a bien compris, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, samplon 95 E10 parce qu'il peut y avoir jusqu'à 10% d'éthanol. Voilà. Dans tous les carburants, il y a soit de l'éthanol en direct, dans toutes les essences, soit de l'éthanol combiné dans un autre composant qui s'appelle le ETBE. Donc si on commence par le 98, il n'y a que de l'ETBE. Il y en a 15%, dont la moitié d'éthanol, qui vient de l'éthanol. Donc ça fait 7,5% d'énergie en volume renouvelable qui sont compris dans le 98. C'est pas de l'éthanol pur, c'est ça la seule différence. D'accord. Dans le 95, on met 5% d'ETBE, donc la moitié d'éthanol pur, et puis on rajoute 5% d'éthanol pur. Donc on a de l'éthanol pur dans le 95. Et dans le 95 E10, en fait, au lieu de mettre 5% d'éthanol pur, on en met 7,5. Et puis rajouter aux 2,5 qui viennent de l'ETBE, ça fait 10. Donc voilà, c'est que des maths. On comprend mieux maintenant pourquoi en début d'émission, Nicolas nous disait le samplon 95, finalement, il n'a pas d'intérêt parce qu'on est quasiment sur les mêmes proportions en termes d'éthanol ou d'assimiler. C'est kiff-kiff. C'est juste le simple plaisir de payer plus cher. Il ne faut pas payer plus cher. 3 centimes, 4 centimes de plus, en ce moment, ça compte. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, passez à l'E10. C'est beaucoup plus simple, surtout qu'il convient à tous les véhicules essence depuis 2000. Et puis, pour les motos, il suffit de regarder la liste des constructeurs européens de motocycles qui vous disent que la plupart des motocycles qui ont été construits depuis 2000 sont compatibles avec le E10. Ils ont été même conçus pour ça. Donc, le E10, c'est bien le carburant pour les motards également. On a Nathalie qui nous appelle de la région bordelaise au 0826 300 300. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oh, quelle jolie voix. Salut comment Nathalie, ça va? c'est la forme. Salut. Alors, région bordelaise, vous voulez pas dire où vous êtes? Rive droite. Ah. Si, Sadirac, exactement, au-dessus de la Traîne. Vous dites comment? Bouliac, la Traîne, toute cette J'adore l'accent. Allez, on vous écoute. Vous avez un témoignage, me dit-on. C'est au standard Haute qui me dit que vous avez un témoignage à nous donner sur l'augmentation du prix à la pompe. Écoute, oui, dans tous les cas, on subit et on est bien obligé, on n'a pas trop le choix. Donc, moi, je me suis aperçue de l'augmentation parce que alors, je suis quelqu'un, j'ai un peu la tête dans l'image, on va dire ça comme ça. Je suis très positive. Donc voilà. Donc il y a maintenant 4 mois. 5 mois de ça, je vais faire le plein, mais putain, 58 € le plein. Oh bordel, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit, quand même, il faut que je regarde le tarif. Ah ben oui, effectivement, j'ai dit ça a augmenté. Oh les salauds, je me suis dit, on en a pris plein la gueule. Bon, ok, très bien. Ah ben, on parle vrai sur Sud Radio. Je pense que le combo, c'est un strike. Nathalie, vous en avez fait 4 en 2 phrases. Ah oui, je suis une vraie bordelaise. Donc j'adore. Alors, et si vous voulez, j'ai raté ma vocation parce que j'aurais bien aimé faire de la scène, donc j'aurais fait du one man show. Mais là, bon, c'est trop tard. Ah là, c'est bien chaud, là, on est d'accord. Et alors? On est d'accord. Bon, je me suis dit, allez, salon. Donc, à partir de là, quand même, avant de faire le plein, tu vas quand même regarder le prix à la pompe, quoi. Ouais. Donc, bon, moi, parce que je fais du domicile, donc, je suis coiffeuse esthéticienne à domicile. Bon, donc, je suis bien obligée de faire le plein, quoi, de ma voiture. Ouais, mais écoutez, faites bien de préciser de la voiture. Oui, de la voiture, oui, c'est vrai. Parce que... c'est vrai. Oh, vous faites du bien. Oh, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien de rire. Bon, et bien, écoutez, je regarde le prix à la pompe, là où c'est le moins cher. Donc, par chez moi, c'est Auchan. Ou alors, quelquefois, Intermarché, quand je vais, parce que je circule, je vais quand même jusqu'à Langon, donc je vais quand même 45 km. Je m'arrête à l'Intermarché quand ils font prix coûtant. Et voilà, vous cherchez le bon plan, quoi. Je cherche le bon plan. Voilà. Vous roulez à quoi? Alors, je roule au plaisir, la voiture, et à la joie de vivre. La voiture, oui. Au rouge, sinon à Bordeaux. Bon, non, je plaisante. Même pas, je bois pas d'alcool. Bon, bref. Et imaginez si vous en preniez. Oui, vous imaginez si j'en prenais. Hein. C'était pire que ça. Hein. Effectivement, quand je buvais un petit coup, alors là, je montais sur le comptoir du bar. Et ça, c'était sûr. Vous êtes exceptionnelle, Nathalie. Alors, dites-moi, votre voiture, elle tourne à quoi? Je tourne à l'E10, le moins cher. Quoi. Ouais, non, voilà. Je me suis même pas posé la question parce que, voilà, le prix. Moins cher.
Le prix, oui, tout à fait. Je me suis dit, est-ce que ma voiture peut le supporter ou pas? Bon, je me suis pas posé la question. Allez, j'ai dit, Titine, roule ma chérie. De toute façon, il faut que tu me portes. Donc, super. Voilà. Vous direz à Titine, d'ailleurs, quand elle a soif, et vous aussi, vous allez. Ça, c'est vraiment, je le partage avec tout le monde. C'est une application qui s'appelle Essence Espelette Co. C'est Essence Co. Espelette, vous savez, c'est le signe qui fait Le piment. Espelluette, pardon. Essence Espelluette Co. Le piment d'Espelette, on le connaît bien. Non, mais c'est, tu sais, l'espèce de petit E bizarre. Oui, c'est le E là. Vous allez là-dessus et ça vous donne à côté de chez vous la station la moins chère. Attention, il n'y a pas de miracle, hein, vous n'allez pas en trouver une à 20 centimes de plus. Non, ou de moins. On est d'accord. De plus, oui, mais de moins, non. Voilà. Et donc, c'est vraiment bien, même quand on roule, ça permet de savoir où est la station la moins chère. La moins c'est chère. génial. Et pareil pour les pneus. Voilà. Alors, d'accord. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que pour en avoir parlé avec Sylvain et Nicolas, ils partageaient ce constat. Je crois que le samplon 95 E10 est devenu, entre guillemets, le carburant préféré des Français, au sens que c'est celui qui est le plus vendu, hein, Nicolas. Absolument. En janvier, le samplon 95 E10, ça a représenté 56% des essences consommées. Donc, c'est nettement la première. Et le Nicolas, 98 et le 95 sont en dessous de 20%. 95 E10, c'est le classique. Absolument, c'est ça veut dire devenu que c'est de plus en plus, mais parce que les moteurs sortent comme ça. En France. C'est pas un choix spécialement. Depuis 2000, donc c'est ça fait quand même beaucoup de voitures. En fait, tu avais une réticence au départ, et puis peu à peu, parce qu'il y avait beaucoup de Français qui se disaient qu'est-ce que c'est que ce truc, l'éthanol, machin, oh là là, je vais tomber en panne, machin. Donc il y en a qui avaient peur. Et puis maintenant, peu à peu, on s'aperçoit que les voitures ne tombent pas plus en panne, que ça tourne du feu de Dieu. Donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on peut rassurer tous ceux qui ont encore des réticences. Sylvain, Nicolas, qui peut rassurer les Français sur des réticences. Est-ce que je vais plus encrasser ma voiture? Est-ce que je vais perdre en accélération ou en capacité sur mon véhicule? Est-ce que je vais abîmer les pièces de motorisation? On entend beaucoup de ces légendes. D'ailleurs, est-ce que ce sont des légendes ou pas? Alors oui, ce sont des légendes. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc depuis 2000, toutes les voitures essence, la plupart des voitures essence sont compatibles E10. Il faut regarder sur e10.fr pour savoir si votre voiture personnelle essence évidemment peut prendre du E10, et depuis 2014 toutes les voitures essence vendues en France et en Europe sont optimisées sur du E10, donc elles roulent mieux avec du E10 qu'avec un autre samplon. J'ai une bonne nouvelle pour Nathalie, si elle nous écoute encore. Du côté de Saint-Loubès, j'ai trouvé grâce à mon application, c'est une petite station Total qui est la moins chère, c'est quand même 1,74. Ah oui, d'accord. Non, je la paie moins cher. Non, il y a Auchan-Bouliac là à côté de chez moi, elle est à 1,70 quand même. Ah ben je suis pas allée jusque là-bas moi, je me suis arrêtée à côté de Bordeaux. Et sinon vous mettez un boîtier 85. Je suis plus près de Bouliac que de Saint-Loubès. Mais c'est ça que je voulais vous dire, Nathalie, parce que je vous entendais sur le samplon. Bon voilà, vous avez pensé à la question d'équiper votre voiture d'un petit boîtier éthanol? Eh oui, parce que comme je vous écoute beaucoup et que j'écoute l'émission de la voiture, oui, il faut que je demande. Alors là, mon petit ami qui s'occupe de ma voiture, qui est portugais, est en arrêt de travail en ce moment, son épaule, donc il ne peut pas. Mais je vais voir avec lui qui se renseigne parce que alors, pour ne rien vous cacher, je suis pour parler de remonter un petit commerce à 5 après de Bordeaux, je suis à 4 km. Mon futur petit commerce est à 4 km, donc je peux vous assurer que je vais m'équiper, j'ai un très bon vélo, je vais aller travailler à vélo. Vous verrez cet hiver en arthrose. Bicycle. En tout cas, merci mais vous de nous partirez avoir... bien en week-end. Mais merci Nathalie. Je pars en week-end. Alors écoutez, moi je suis à la campagne, j'adore marcher. Je prends mes bâtons de marche et je m'en vais en week-end dans la forêt. C'est top. Merci beaucoup Nathalie d'être intervenue. Je vous en prie. Bonne fin de week-end. Ah, ça fait du bien. Vous nous rappelez, Nathalie. Vous êtes notre auditrice. Ça y est, là, vous nous rappelez quand vous voulez. Ah, c'est bon ça. C'est ma star. On n'a pas du tout trouvé le système de faire baisser les carburants, mais qu'est-ce qu'on s'est fait du bien. Oui, c'est ça. Si on a trouvé un peu. Non, mais c'est vrai que Nathalie. Moi, alors je vous le dis franchement, vous tous qui nous écoutez, on est entre nous. Je vais pas parler très fort, mais mettez un boîtier. Tu l'as fait toi. Mais bien sûr. Sur ta Merco en plus. Ouais, mais non seulement je l'ai fait, mais ça fait 300 000 bornes que j'ai fait sur le boîtier. Bon je suis la preuve vivante qu'il n'y a pas de problème. Je tiens la clé dans la main et franchement faites-le. Vous allez amortir le boîtier en un rien de temps. Il y a même des offres qui vous permettent de rembourser mensuel de manière à ce que ça coûte pas. C'est-à-dire que vous commencez à gagner de l'argent dès le premier mois. Faut pas hésiter quoi. Nous allons remercier nos invités. Nicolas Kurzoglou, merci beaucoup. Merci d'être intervenu. Et puis Sylvain Demour également avec le SNPAA, le syndicat national des producteurs d'alcool agricole pour vous servir. Ça fait d'éthanol. Puis en plus on roule français. Et en plus ça. Allez, à suivre. Dans Ça roule, notre rendez-vous avec Maître Jean-Baptiste Yoska. Et juste après votre rendez-vous avec Pierre, c'est le moment de l'échange aux alentours de 18h50. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
continuons notre rendez-vous consacré, vous le savez, à Ça roule jusqu'à 19h pour ce dimanche soir. Merci d'être en notre compagnie et d'écouter régulièrement notre rendez-vous. Et là, attention, on arrive à un moment, Pierre, où on va parler de sécurité routière. Et ce n'est pas rien avec notre invité, Maître Yoska. Bonjour, Maître Yoska. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Alors, sécurité routière ? Oui, parce qu'il y a quelques semaines, eh bien, le bilan 2021 de la sécurité routière est tombé. Il fait état de 2947 décès sur les routes. C'est moins de 3000. On tient l'objectif qui était annoncé, mais dans quelles circonstances ? Je rappelle quand même qu'en 2021, il y a eu un confinement en avril, on l'a oublié. Il y a eu le télétravail généralisé, on l'a oublié. Bref, on est en train de se glorifier de la part de la sécurité routière de chiffres qui sont peut-être pas si extraordinaires que ça. Oui, et et puis pourtant, il y a eu aussi le soir à 18h, enfin, il y a eu pas mal de choses en 2021. On a eu beaucoup de choses tout au long de l'année qui ont biaisé les chiffres. Les gasoils, l'essence qui a monté, donc les gens un peu moins tournés, comme au début de 2022. Exactement. Donc quand on fait l'addition de tout, eh bien ces chiffres, ils sont pas si bons. Alors attention, la sécurité routière essaye de se défendre en ressortant le bon vieux 80 km/h. Si. Parce qu'ils ont réussi à faire une petite statistique, pas très bien finaude, dans laquelle ils mettent en avant que dans des départements repassés à 90, on n'a pas de baisse de la mortalité. Oui, mais on n'a pas de hausse non plus, d'ailleurs. Je voudrais leur faire remarquer. Et ils ont réussi à trouver que dans certains départements à 80, il y aurait une légère baisse qui continue. Je rappelle quand même qu'en Côte d'Or, malheureusement, c'est peut-être le département qui a biaisé les chiffres, parce qu'ils ont eu la malchance de connaître des chiffres qui étaient dramatiques l'an passé, donc forcément qui ont fait remonter l'accidentalité française. Alors là, c'est important aussi, et c'est pour ça qu'on va en parler avec notre invité, Maître Yoska. Vous êtes en notre compagnie, rapprochez-vous bien du micro, Maître, si vous le voulez bien. Bonheur de vous retrouver dans Ça roule, tout barbu. Écoutez, oui, une énorme flamme. Mais ça vous convient, ça vous va bien. Par rapport aux 80 km/h alors ? Ce 80 km/h, Jean-Baptiste Yoska, on regarde département par département, pas d'incidence. En 2019, il était là depuis 1 an et demi, puisqu'il apparaît en 2018. À l'époque, je me souviens des innombrables saroules qu'on avait consacrés avec vous et Laurence sur ce 80 km/h. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais ça fonctionne pas. On l'a toujours dit que ça fonctionnait pas. Vous vous souvenez, Pierre, qu'on avait fait à l'époque une commission où, avec des experts, on en avait parlé, on avait pris les chiffres, on avait fait des projections mathématiques, sociologiques, de territoire, et on s'était rendu compte, bien évidemment, que ça allait pas fonctionner. Bon, on nous a pas cru, et puis après, on a décidé, au niveau de l'exécutif, de renvoyer la patate chaude à l'échelon plus bas, en disant, en département, vous allez vous débrouiller entre vous, mais c'est plus notre problème. On a tiré la sonnette d'alarme. Le seul problème, si vous voulez, c'est qu'il y a énormément d'automobilistes qui se sont fait avoir sur le 80 km/h, qui ont pris l'habitude de passer à 90, qui sont passés à 80, et puis du jour au lendemain, on leur a dit, mais attendez, on s'est peut-être trompé, certains départements sont repassés à 90. Et d'autres non. Mais d'autres non. Davantage de flash. Et davantage de flash. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, depuis une semaine, on se retrouve dans une situation extrêmement critique, où il y a une avalanche considérable de 48 assis qui annule le permis de conduire. Alors 48 ici, c'est le document qu'on reçoit gentiment à la maison et qui nous explique qu'on n'a plus de permis, c'est ça ? Exactement, c'est un document recommandé qui vous recevez à la maison et qui vous dit, monsieur, madame, vous avez perdu 12 points sur votre permis de conduire, en conséquence de quoi vous n'avez plus le droit de conduire, vous devez restituer votre permis de conduire à la préfecture, vous devez attendre 6 mois, repasser le code pour avoir de nouveau le droit de conduire avec un permis de conduire probatoire de 6 points pendant 3 ans. Et la majorité des infractions, on est d'accord, c'est ce petit excès de vitesse ? C'est toujours la même chose, et là aussi on en a parlé un nombre inconsidérable de fois, où on a toujours demandé à ce que l'exécutif décide une bonne fois pour toutes que l'excès de vitesse entre 0 et 20 ne soit puni éventuellement que d'une amende, mais pas de retrait de points comme la majorité des pays d'Europe. Ça n'a jamais été fait, et c'est ce qui grève directement les permis de conduire français. On sait très bien que les permis de conduire français ne sont pas annulés sur les alcoolémies ou les stupéfiants ou sur les excès de vitesse de plus de 50, mais uniquement sur cette avalanche de retrait de 1 point. Alors là, j'ai une question, j'ai décortiqué un peu ces chiffres de la sécurité routière, j'ai 2 chiffres qui m'ont sauté aux yeux, enfin 4. Pour les motos et les automobilistes, Laurence, c'est la fête. Il n'y a jamais eu aussi peu d'accidents. C'est-à-dire que tout va mieux, mais vraiment mieux. On est vraiment dans une baisse franche des accidents mortels. En revanche, 2 indicateurs sont mauvais, on les voit venir. Gros comme une maison, gros comme un camion, comme on dirait dans Ça roule. Les trottinettes qui passent de 10 tués à 22 tués. Et les cyclistes qui sont en augmentation
extrêmement net de la mortalité. On va être honnête. Alors c'est un peu normal, excusez-moi Pierre, parce qu'il y a quand même plus de vélos depuis 2 ans, et particulièrement en 2021, et plus de trottinettes. Ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ? Eh bien, ça marche pas parce que quand on avait plus d'automobilistes sur la route, c'est pas pour autant qu'on avait plus de morts depuis 1972. C'est même l'inverse. On a eu de plus en plus d'automobilistes, de moins en moins de tués. Donc on peut pas appliquer... une voiture protège plus qu'une trottinette. Ah mais protège plus, oui, forcément. Mais moi, ce qui me gêne, je me suis posé à un feu rouge. Oh, pas loin. Hein. Je me suis posé au feu à 200 mètres de Sud Radio. Et j'ai regardé et j'ai compté. J'ai regardé au feu rouge combien d'automobilistes le grillaient, combien de cyclistes le grillaient. Eh bien, c'est très simple. Ou de trottinettes. Alors, les trottinettes, elles ne le grillent pas, elles sont sur le trottoir. Donc, je vais vous dire, franchement, elles ne risquent pas de le griller. J'ai regardé 100% des automobilistes. Je n'ai vu aucun automobiliste pendant 1 heure passer le feu tricolore au rouge. 2 vélos sur 3 grillent le feu rouge. C'est vrai. On a une impunité, maître Yoska, c'est à l'avocat que je m'adresse, sur les cyclistes qui ne respectent pas le code de la route. Et oui, parce que s'il brille un feu rouge, il risque pas de perdre 4 points. Lui, il perd pas les points. Tout simplement. Est-ce qu'il est verbalisable ? Je suis même pas sûr que ce soit, excusez-moi de vous couper, à cause du permis. Enfin, le cycliste, s'il y avait un permis vélo, je peux te dire, Laurence, qu'à mon avis, faire attention. C'est ça. Il faudrait qu'il y ait un permis vélo. Mais du coup, on peut pas, comme il y en a pas, on peut pas faire la comparaison des points. C'est qu'ils se sentent libres. Ils se sentent les dieux sur terre. Oui, mais ils se sentent libres parce qu'il n'y a pas d'infraction et il n'y a pas de peine. C'est ça. Ben oui. Mais ça veut dire quoi ? Un permis pour le vélo ? Ah ben moi je milite bien évidemment pour un permis de conduire pour le vélo, ou en tout cas une formation, ou en tout cas un petit quelque chose qui permettrait d'alerter sur les dangers, l'obligation de mettre un casque, l'obligation d'avoir des gants, éventuellement une plaque dorsale pour s'il y a un accident, pour éviter comme les motos. Mais oui, bien sûr. Vous avez ça sur les motos et vous n'avez pas ça sur les vélos. Pourquoi ? Est-ce que c'est pas dû aussi à cette liberté qu'on leur a donnée en plus, ou dans les rues vous pouvez prendre, si vous êtes vélo, l'essence interdite, vous pouvez prendre des choses qu'on ne fait pas sur les codes. C'est un problème de communication. Vous savez très bien qu'à Paris, on a fait tout pour le vélo. On a coupé des routes, on a interdit des routes pour les voitures, et puis on leur a dit, allez-y, à partir de maintenant, ça vous appartient, c'est à vous. Donc, bien évidemment, un certain nombre de vélos se sont engouffrés dans la brèche, et n'importe comment, avec des vélos éventuellement qui sont pas utilisables ou peu utilisables, avec des roues qui ne sont pas gonflées, avec des freins qui fonctionnent moins. Des freins qui fonctionnent pas. Certains vélos, je les ai vus, tu me les offres, j'en veux pas. C'est-à-dire que moi, j'aime le vélo. C'est-à-dire que j'aime le vélo au sens que tant qu'à faire, je veux que ce soit un joli vélo sur lequel je puisse prendre du plaisir. Quand je vois certains vélos dans un état, mais c'est à l'écolo qu'aura le vélo le plus rouillé, j'ai l'impression parfois. Mais alors ça veut dire quoi aujourd'hui là, puisqu'on revient sur les chiffres de la sécurité routière, on est à combien ? C'est plus de blessés, plus de morts sur les vélos ? C'est une augmentation d'entre 20 et 30% selon les villes. C'est-à-dire qu'objectivement aujourd'hui, on a un vrai problème cycliste. Et à chaque fois, on a tous, parce qu'on l'entend partout, et ta réaction, Laurence, elle est totalement légitime, parce qu'elle est juste. Les associations de cyclistes disent... Bah oui, mais il y en a de plus en plus, donc c'est normal qu'ils soient surreprésentés. Et on en oublie que du côté des automobilistes, ça n'a jamais été le cas. Qu'est-ce que ça aurait été si demain on avait une réaugmentation de la mortalité routière en voiture ? C'est bim, sans mesure dans le capot qui arrive en quelques secondes. On a 226 personnes décédées en 2021, soit 39 de plus qu'en 2019, donc avant la pandémie, et 48 de plus qu'en 2020 pour les vélos. Alors, ce qui fait environ une vingtaine de pourcents. Vous avez un accident en voiture à 30 km/h, il vous arrive rien, sauf que vous allez aller voir votre garagiste, c'est tout. Vous avez un accident à 30 km/h en vélo, vous êtes mort. Voilà, c'est tout. Il y a un impact, bien évidemment, il y a une projection. C'est arrivé à un de mes cousins, quelqu'un a ouvert la porte de son véhicule, il a fait soleil au-dessus de la porte du véhicule, il est arrivé de la tête la première, il n'avait pas de casque, et il s'est retrouvé avec de multiples traumas crâniens. On en avait parlé de 57% de risque de traumatisme crânien à 30 km/h, je crois, de mémoire, vous m'en voudrez pas. Si vous portez un casque, 100% de cas de traumatisme crânien si vous n'avez pas de casque. Et concernant les chiffres pour les trottinettes, parce qu'elles sont aussi énormes. De 10 à 22. On est à 22 décès enregistrés l'an dernier contre 10 en 2019. Ouais. Alors la trottinette, c'est un peu particulier parce que vous avez beaucoup de jeunes qui se baladent à 2 ou 3 sur la trottinette. Là, c'est encore beaucoup plus dangereux. Vous remarquerez qu'en vélo, c'est quasiment pas possible. Alors qu'on voit des gamins à trottinette 2 ou 3. D'ailleurs, puisqu'on a un avocat sous la main, si jamais j'ai un accident avec une trottinette,
je suis moi en voiture ou en vélo ou en moto et c'est une trottinette qui est la cause d'un accident, de mon accident. Comment ça se passe ? Vous faites un constat. Oui, ça, ok, merci. Je m'en doutais, mais c'est Non, pas mais un évident. constat. Mais si, non, mais moi, ça me viendrait pas à l'esprit de sortir ma feuille de constat. Je fais un constat avec un. Ah si, oui, bien sûr. Mais du coup, Mais oui, mais c'est le pas constat si amiable, évident, celui de la Laurence. boîte à gants. Mais oui, bien sûr. Ouais, mais d'accord. il n'a pas d'assurance. Il n'a pas d'assurance Non. obligatoire, la Si, il a une trottinette. responsabilité civile. Oui, mais c'est pas comme mon assurance auto. Donc Oui, c'est mais là où... vous envoyez ça à votre assurance auto et ils se débrouilleront avec leur assurance personnelle. Donc il faut quoi qu'il arrive, quel que soit l'usager, décrire la situation de la même façon. Il faut etc. décrire la situation de la même façon, il faut faire un joli croquis, il faut essayer de comprendre d'où venait la trottinette, d'où venez-vous, lequel a été en faute, lequel n'a pas respecté les règles du code de la route, et pourquoi, dans quelles circonstances, et il y avait combien de personnes sur la trottinette, et avoir leur identité, et puis éventuellement faire des photos, parce qu'on a tous un smartphone maintenant, vous faites des photos pour figer la situation, vous demandez aux 2 ou 3 témoins qui étaient là de bien vouloir vous leur donner l'identité, Ça, c'est important. et retourner vers eux et leur demander de coucher sur papier blanc ce qu'ils ont vu exactement, de telle façon qu'on fige la situation. Alors la difficulté pour le savoir, pour l'avoir vécu il n'y a pas très longtemps, lorsque vous êtes en situation de sidération, de choc, vous perdez le réflexe et vous n'avez pas ce réflexe d'aller chercher le témoin. Je crois que c'est capital. Voilà. C'est capital, et puis c'est capital aussi, c'est les photos. Les photos ne mentent pas. Le témoin, il peut avoir un doute de savoir qui a brûlé le feu rouge ou pas, dans quelles circonstances. La photo, elle va vous donner une image instantanée de l'endroit où ça s'est l'infraction a été commise, ou éventuellement l'accident commis. Parce que c'est quand même assez incroyable. Bon, alors évidemment, nous, dans Ça roule, on est quand même fort heureux que quoi qu'il en soit, la mortalité est baissée. Oui, sûr. mais Pour les chiffres. alors Très moi, malheureux pour les vélos et les ce qui me gêne, c'est que dans cette communication globale de la sécurité routière, il fasse un parallèle entre regardez, bravo, les chiffres sont bons, ils sont sous les 3000 tués. Ce qui est une bonne chose, personne n'en disconvient, il n'y a aucun souci. Et qui derrière, il fasse un parallèle pour revenir aux 80-90 km/h pour comparer des départements et comparer des choux avec des carottes. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'ils ne parlent que de leur obsession du 80, du 90, de la vitesse et des radars. Et en contrepartie, on n'observe pas, il n'y ait pas de communication forte sur les 2 faits qui sont aujourd'hui à mettre en avant et qui pourrissent les chiffres de la sécurité routière. C'est la mortalité cycliste et trottinettiste qui est directement due au fait qu'il n'y a pas de réglementation, ou en tout cas aucune verbalisation qui s'applique à eux. Je n'ai de ma vie jamais vu un cycliste être verbalisé dans une ville parce qu'il avait un comportement dangereux. Ça va peut-être changer, ça. Bah oui, mais quand ? En tout cas, pas cette année, pas en 2022, parce que quand on voit la communication de la sécurité routière, elle est très orientée. Elle est orientée anti-automobiliste. Il y a 200 morts de moins en voiture, voire même de manière historique. La mortalité en voiture pèse pour moins de la moitié des accidents au total. C'est-à-dire que la part des accidents en voiture est inférieure à 50%. D'accord. Moi, avant de travailler à 40 millions d'automobilistes, je pensais que quand on nous annonçait, il y a eu 3000, 3500 morts sur la route, je me disais, c'est en voiture. 3500 en voiture. On ne fait pas le parallèle. Les motards, c'est très bon les chiffres, ils sont très bons. La mortalité motard est réduite peut-être presque au plus bas niveau qu'on puisse faire, parce qu'ils sont extrêmement vulnérables aussi, comme un vélo. Un motard, il est vulnérable. Ah, il a plus de puissance Oui, pour il a pouvoir... beaucoup plus de puissance et il peut c'est éviter pas la un même accident. chose. Oui, mais il est vulnérable. C'est un usage. D'ailleurs, avant, les usagers vulnérables, c'était les motards. Eh bien, eux, ils sont en augmentation phénoménale sur l'amélioration de la sécurité routière. Comment se fait-il qu'on oublie ces paramètres et qu'on oublie de dire que la mortalité en voiture, l'accidentalité en voiture, excuse-moi, pèse pour Pierre. moins de 2 fois. Pierre, excuse-moi d'être le... 40%. Avocat du diable. Mais dans une voiture, tu peux avoir 4 personnes qui meurent d'un seul coup. Dans une moto, c'est 2 max. Et à vélo, les 1, chiffres bien aussi, sûr. tu vois. Ah bon. oui. Donc là, on a eu celui-là- un accident dramatique avec des jeunes qui sont tombés il y a un mois en sortie de route dans un lac gelé. C'est une horreur. C'est une horreur. Mais tout de suite, on compte pas on compte plusieurs. C'est ça. Un accident de voiture, c'est souvent plusieurs personnes impliquées. Et puis Attention. surtout, voilà, on ne le dira jamais assez dans Ça roule, c'est que nous, on ne comprend pas quand on a les chiffres de la mortalité routière, pourquoi on n'a pas exactement le descriptif. Cause de la mort,
alcool, cause de la mort, vitesse, cause, jamais on a vous voyez ce que je veux dire? On va en reparler de ça, mais la vitesse, c'est dur à évaluer. Puis facteur vitesse, ça veut dire quoi? Oui, mais même, à la limite, les autres facteurs. Facteur alcool, ça, c'est évaluable. Enfin, on peut l'évaluer. Ah oui, ça, oui. Tous les autres facteurs, on peut les évaluer. État de la route. Oui, mais ça demanderait un calcul fou. Il faudrait que ce soit l'alcool délictuel, l'alcool contractuel, contraventionnel. Mais non, je suis pas d'accord avec vous, maître Yoska. Vous savez pourquoi je suis pas d'accord avec vous? Dites-moi. Et je sais que vous aimez quand je suis pas d'accord avec vous. Quand il y a un J'adore. accident mortel, il y a une autopsie de fait. Quand on fait la prise de sang de la personne, on voit bien si elle est alcoolisée ou pas. Non, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a plusieurs alcools. Il y a une alcool contraventionnelle, petite alcoolémie, une alcool délictuelle, grosse alcoolémie. Oui. Et là, il faudrait éventuellement faire la scission entre les deux alcools. Mais ça n'empêche que on pourrait au moins avoir les chiffres. Là, on nous donne un chiffre 2900 morts. Est-ce que ça permet pas au ministère de l'Intérieur de nous donner un chiffre global et puis débrouillez-vous avec ça? De dire que c'est à cause de la vitesse et de remettre des radars, etc. Et on en reparlera. Et voilà, on vous sauve la vie, on pose des radars. Et voilà, donc Et taisez-vous. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, maître Yoska. Merci à vous, Laurence. À bientôt. À bientôt de vous retrouver dans Ça roule. À suivre, la suite de notre rendez-vous et puis l'échange avec Pierre. À tout de suite. Sud Radio Saroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous voici arrivés pratiquement à la fin de notre rendez-vous. Soyez prudents si vous êtes encore sur la route et puis si vous êtes tranquillement à la maison. Merci, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, d'écouter Sud Radio. Voici le moment de l'échange avec Pierre. Pierre, dans ces cas-là, eh bien, c'est Monsieur Sud Radio, bien sûr, mais c'est aussi, surtout, Monsieur 40 millions d'automobilistes. Et si vous voulez échanger avec Pierre, vous n'hésitez pas à vous envoyer un mail à jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien ça roule, échange avec Pierre dans le corps du mail. Et même quand vous n'êtes pas d'accord, il y a mais pas de c'est problème. surtout ça, hein, c'est un échange, c'est un débat, ça Voilà. peut être un... Ouais. Ah bah tiens, on a Alain qui nous appelle de Haute-Garonne. Salut Alain. Oui, bonjour à tous. Bonjour Alain. Salut Alain. Je vous appelle de Mondonville. Oh, c'est où? Alors, c'est non loin de Blagnac. Je connais bien. Voilà. Ok. Voilà. Joli accent, hein, c'est cool. Vous voulez échanger avec Pierre, Alain? Oui, parce que le sujet est intéressant. Parce que ça fait 40 ans que plus de 40 ans que j'ai le permis de conduire. Je roule souvent avec des camions en 19 tonnes et je m'aperçois que les routes semblent de plus en plus étroites. Parce que ils goudronnent un peu moins large chaque fois et du coup on a moins de place pour circuler et puis il manque quand même du goudron parce que il y a beaucoup de trous. Ça sur les s'explique. routes. Ça s'explique, Alain. Alors, il y a un sujet sur lequel je vais vous suivre et un où je vais juste vous donner l'explication. Alors, ça répond sur la première problématique où vous me dites, moi j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus étroit. Alors oui, vous êtes en camion, donc forcément pour vous, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, c'est une problématique qui répond à un enjeu de sécurité routière qui s'appelle le phénomène des French Avenues. Désolé, hein. C'est le système des avenues à la française. Voilà. C'est-à-dire que c'est un système qui veut que plus on réduit le champ visuel dédié à l'automobiliste, plus il va adopter un comportement prudent. En fait, moins la route est large et moins vous trouvez d'accidents parce que du coup, tout le monde fait très attention. D'ailleurs, quand vous regardez bien sur les petites routes de campagne que vous empruntez, peut-être parfois avec votre camion, vous avez remarqué, il n'y a jamais d'accident, même quand on croise une voiture, et même quand des fois, ça passe pas. Et ouais, on s'arrête. Et voilà. On se respecte, on se fait de la place. On se dit, oh là, s'il y avait 2 mètres, on passerait mieux. Ça fait bonjour. Et en plus, on salue. Non, mais je suis d'accord. Enfin, on se salue, on a tendance à surtout saluer celui qui nous a laissé passer, l'autre, on lui fait la tronche. Mais en fait, vous voyez, ça répond d'un enjeu de sécurité qui fonctionne plutôt pas mal. En revanche, là où je vous suis parfaitement, c'est que d'un côté, moi je veux bien qu'on participe et qu'on se dise on fait plus des routes extrêmement larges parce que ça incite à des excès de vitesse, etc., etc. On peut l'entendre. Par contre, on ne peut pas accepter que les routes soient dans un état d'entretien tel qu'il l'est aujourd'hui. Ah ouais. Et ça, là-dessus, il va falloir un grand plan d'investissement du prochain président de la République, parce que force est de constater, c'est pas méchant de le dire, c'est pas de la politique, ça n'a pas été le cas sous la mandature Macron. Il a eu d'autres soucis, hein. Attention, quand on se prend la pandémie, il faut allonger là. Voilà, je peux tout entendre, mais quoi qu'il arrive, le prochain président, même si c'est Emmanuel Macron, va devoir. Il va falloir s'y mettre. Ah ouais, c'est clair. Du côté de la Fédération nationale des travaux publics en France, qui vient d'organiser son colloque la semaine dernière avec tous les candidats à la présidentielle, voilà, j'y étais. Je peux vous dire que les candidats, ils s'engagent. Ils ont
compris l'intérêt. Mais force est de constater, franchement, depuis le confinement et les années avant, depuis le Grenelle de l'environnement, qui a été une gangrène pour l'entretien des routes, parce qu'on a commencé à taper, depuis le Grenelle de l'environnement 2007, on ne fait que taper sur les automobilistes. C'est une catastrophe en termes d'entretien des routes. Alors il y a des symboles. Je vais vous en citer un symbole positif, c'est qu'on refait des autoroutes en France. C'est vrai. Alors, oui. Là où on le fait pas bien, c'est que du coup on supprime les nationales. Quand même, hein. Mais regardez du côté de la A154 qui va remplacer la N154 du côté de Chartres pour remonter vers Rouen. On recrée enfin une autoroute. Ça veut dire qu'on accepte d'engager de l'argent sur l'autoroute. La RCEA, ça si vous êtes routier vous connaissez bien, la route de la mort, qui traverse la France. Voilà, c'est la diagonale du vide. On va recréer une autoroute. Par contre, là où c'est déplorable, c'est qu'on crée une autoroute mais on ne respecte pas la loi. La loi dit que normalement, on doit créer un itinéraire de substitution pour les autres usagers. Parce que si vous n'avez que l'autoroute payante, comment ils font ceux qui ont besoin de relier les villes? Ah, ils font pas. Voilà. Et alors, je vais vous soulever un autre problème qui incombe au trafic camion, c'est que vous avez de plus en plus de rues, enfin de routes qui sont interdites aux 19 tonnes. Bah ouais. Mais il n'y a pas d'itinéraire de substitution. Bah ouais. Donc c'est facile de dire oui, mais alors, vous savez pourquoi? Municipal, je sais. On ne veut pas que le camion il passe devant chez moi. Voilà. Donc on fait un décret municipal. Mais il faut bien quand même amener les choses aux gens qui en ont besoin. Puis il y a autre chose. Vous avez des ponts, vous avez dû l'observer. De plus en plus de ponts réduisent le tonnage maximal. Et vous savez pourquoi? Parce que les ponts ne sont pas entretenus. Bien sûr. Tout est problème d'entretien et de finance. Et voilà. Et là où il y a mon grand point d'interrogation, et là où je ne comprends pas, Lolo, c'est qu'on a su trouver le pognon pour créer, ce qui coûte le plus cher. Et on nous explique qu'il n'y a pas le pognon pour entretenir. Donc je ne comprends pas. Voilà. Moi non plus. Moi, il y a un truc qui m'échappe. Je vais vous dire quand même quelque chose. J'ai été 10 ans chez un grand du BTP local Toulouse. C'est l'entreprise Malais où j'ai passé 10 ans. Et je faisais France-Espagne. Donc, je peux vous dire que j'ai circulé. Mais le problème, c'est que vous êtes entreprise privée. Il vous faut respecter un cahier des charges draconien. Et vous êtes de l'autre côté la DDE. Et là, vous pouvez mettre du gravier partout. Du moment que vous mettez des panneaux, attention gravier, vous pouvez vous casser la figure. Ils ne sont plus responsables. Oui, alors c'est ce qui arrive de plus en plus. Mais attention, c'est en train de changer. C'est en train de changer ça, c'est une bonne chose. Depuis quelques mois. Voilà, je le situe à quelques mois, c'est en train de changer sur la bonne voie. Effectivement, on a tous le souvenir de « Attention, trou en formation », j'adore ce panneau. Voilà. On vous dit « Attention, vous allez vous foutre en l'air ». Attention, la route est dangereuse, mais on a mis un panneau. Donc vous avez raison sur ce point-là, mais ça y est, c'est en train de changer. Je pense que nos pouvoirs publics, ça a commencé par le Sénat et l'Assemblée nationale maintenant, et maintenant le gouvernement sont en train de changer de braquet. Ils ont compris la nécessité d'entretenir sur les routes. Donc c'est un grand ouf de soulagement. C'est pas parfait, mais ça va vers le mieux. Bon, c'est bien. Et ben voilà, Alain, merci beaucoup. Félicitations pour votre émission. Merci, c'est chouette. On prend. À bientôt. Merci Alain qui nous appelait de la Haute-Garonne et qui nous a apporté évidemment un bon regard. C'est un vrai problème récurrent, l'état des routes en France. On se retrouve dimanche prochain. Eh ben promis. Pour un prochain rendez-vous de Ça roule. Et puis toi, dès demain matin, évidemment lundi, très tôt pour la chronique Ça roule de la semaine. 6h16, va falloir se lever tôt. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Allez, bonne fin de soirée et bonne fin de week-end à tous.